Bienvenue sur Les Achievers, le podcast Vente et Business. Ensemble, on va s'inspirer des meilleurs et apprendre. Le rendez-vous est hebdomadaire et je vous propose 2 formats. Un mardi sur 2, des dirigeants commerciaux nous partageront leur parcours, leur business model et leur réalité de la vente dans leur secteur. Et un autre mardi sur 2, des séries sur des sujets d'expertise impactant les organisations commerciales. Je suis Audrey Pétraud, consultante en développement commercial et toujours sur le terrain. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur les Achievers, je reçois Pauline Raillard qui est directrice commerciale B2B chez Respire. Alors Respire, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est la marque de soins naturels haute performance créée il y a 4 ans par Justine Hutto. On dit d'eux qu'un de leurs déodorants solides se vend toutes les 30 secondes en Europe. Bienvenue Pauline. Eh ben merci beaucoup de m'accueillir. Je suis ravie de participer à ce podcast et c'est la première fois pour moi. Bah écoute, y a pas de souci normalement ici. Ah non, mais je suis super contente. Première expérience. Moi, je suis super contente de te recevoir et je fais un petit coucou à Fanny qui nous a mis en relation. J'ai un petit peu teasé ton poste et ton parcours, mais est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs et nous raconter qui tu es, d'où tu viens et comment tu en es arrivé là? Eh ben avec plaisir. Donc j'ai 36 ans. Écoute, avant de venir, je faisais le calcul depuis combien de temps je travaille. J'en suis à 13 ans quand même. Et c'est sans les stages. Si tu rajoutes les stages, ça commence à faire quelques années. Et puis il y a 13 ans, j'ai démarré sur le terrain. J'étais commerciale à vendre du Belin, à vendre des Princes dans les gros Auchan du Nord. Donc j'étais vraiment commerciale terrain. Et 13 ans plus tard, je suis directrice commerciale donc chez Respire. Donc là, découverte des cosmétiques, changement un peu d'univers. Et donc entre ces deux extrémités, un certain nombre d'expériences toujours commerciales. C'est assez drôle parce que je te le disais même quand on préparait l'épisode, j'ai l'impression que à notre époque, parce qu'on est plus ou moins de la même génération, ce sont des métiers qui n'avaient pas forcément le vent en poupe et en tout cas, en général, quand on sortait d'école, on voulait faire du contrôle de gestion, du market, de la finance. T'as toujours su que tu voulais être commercial, toi ? Non, clairement non. Moi, quand j'étais en école, j'ai fait une majeure en marketing. J'ai fait que des stages en marketing. Donc, tu vois, j'étais bien dans le cliché, soit marketing, soit finance. Ouais. Et je pense que c'est ma maître de stage, entre autres, un maître de stage j'étais chez Nestlé en chef de produit. Et elle avait eu une expérience terrain. Et elle m'avait dit, mais en fait, le terrain, c'est un indispensable. Tu vas avoir ton produit, tu vas être au contact du client. Donc, derrière, que tu sois côté marketing ou que tu restes côté commercial, cette expérience, elle est clé. Il faut aller en magasin, il faut aller sur le carrelage. Et donc, sur le carrelage. Sur le carrelage, exactement. Et c'est comme ça que je me suis dit, ok, je postule pour des jobs terrain. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec ma petite mallette, parce que c'est vraiment ça, avec ma petite mallette dans le Nord, à aller voir les clients. Et je le regrette pas un instant, parce que je trouve aussi qu'en école, on est un petit peu dans un petit cocon. Et se retrouver en magasin face à des clients qui peuvent être des chefs de rayon, qui peuvent être des gestionnaires de rayon, qui peuvent être bien lunés ou mal lunés, qui peuvent avoir envie de te parler ou pas du tout envie de te parler. Je trouve que ça te renforce. Moi, ça m'a permis de gagner en maturité aussi. Et cette expérience, j'ai l'impression qu'elle me sert toujours, alors que c'était il y a 13 ans. Donc vraiment, je recommande ce job qui est pas toujours valorisé, et donc je te rejoins là-dessus à 100%, et qui pourtant est clé. Si tu devais résumer en 3 points les apprentissages que tu as reçus de ces expériences-là, donc d'être sur le terrain, quels seraient-ils ? Qu'est-ce qui te vient en tête ? Alors, ce qui me vient en tête, c'est le premier point, c'est de pas prendre les choses personnellement. Chose qui t'aide aussi quand t'es compte clé d'ailleurs, quand tu bascules plus sur de la négociation. Se dire qu'à un moment donné, si face à toi, il y a un client qui dit non, qui dit je suis pas du tout d'accord, sortez de mon bureau. C'est pas contre nous, c'était pas contre Pauline, c'était contre la société que contre la société contre peut-être plus les marques que je représentais. C'était aussi parfois à un moment donné où on est face à un humain qui est pas content de sa journée, qui est peut-être pas content de sa vie, et donc ce côté prise de hauteur, prise de recul, ne pas prendre les choses personnellement, je trouve que c'est important et au quotidien. Donc ça renforce bien là-dessus. Ensuite, la pugnacité. On ne peut pas être un bon commercial sans être pugnace. On a un premier nom, on a un deuxième nom, on va chercher le oui. Et justement, c'est quand il y a eu des noms que le oui a beaucoup plus de valeur. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'essaye de transmettre à mes jeunes commerciaux.
parce qu'il y a ce côté où ils se prennent parfois des rendez-vous qui se passent mal, des non, et ils peuvent assez mal le vivre. Et justement, cette phrase que j'adore sortir, c'est ouais, mais en fait, si c'était trop facile, tu savourais aussi beaucoup moins. Et donc là, super, c'est un défi limite que ce client te lance. Et il va falloir que tu réfléchisses à comment tu vas le voir une deuxième fois, et si c'est pas la deuxième, comment tu vas le voir une troisième fois. Et c'est là que c'est intéressant et qu'on apprend le plus. Et comme tu m'en as demandé 3 et que j'en suis à 2, il faut que j'en trouve une troisième. Je dirais l'importance d'écouter ce qui se passe sur le terrain, de regarder ce qui se passe sur le terrain. Et on a souvent tendance, quand on remonte au siège, ou quand on fait un job que siège, je pense à nos amis du marketing ou du produit. Balle perdue. Non, parce qu'en plus, l'idée, c'est vraiment de bosser ensemble. Mais il y a ce côté où parfois on oublie d'aller voir ce qui se passe. Et on peut avoir le meilleur des produits. Ouais. S'il est pas au bon endroit, s'il est pas au bon prix, s'il est pas visible, il ne s'achètera pas. Et donc, moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il fallait vraiment écouter ce qui se passe sur le terrain, qu'il faut qu'aujourd'hui je continue d'y aller énormément, qu'il faut que je pousse aussi les autres métiers à y aller. Et puis ça permet en plus de valoriser le job. Je trouve des chefs de secteur, quand il y a ces vies ma vie qui se font, c'est ultra important et ça permet de montrer en plus que c'est un métier difficile. Et alors comment t'arrives chez Respire après tout ça? Déjà, j'avais eu une transition entre Mondelez, gros groupe international, et Michel Augustin, qui est plus la petite pépite de l'agroalimentaire français. Donc, j'avais déjà eu cette transition. Alors, Mondelez, j'ai appris énormément de choses. Je trouve que c'est une super école avec des gens vraiment, il y a des gens vraiment bons, inspirants. Mais il y avait ce côté où j'avais l'impression de pouvoir plus apporter, plus donner, et c'est plus difficile dans une grosse structure, surtout quand t'es jeune. Il y a ce côté où il faut, il y a plein d'échelons, il y a beaucoup de hiérarchie, et je me disais que j'avais une énergie folle et que j'avais envie de la mettre à disposition d'un projet, en tout cas de participer à une aventure à 10 000%. Et donc là, j'ai rejoint Michel Augustin, et pendant 6 ans, là, je peux vraiment dire que je participais à une aventure folle. Et j'ai démarré, j'étais catégorie manager, j'ai fait de la négo, j'ai été donc compte clé, plusieurs tours de négo, j'en ai fait 3. Ça m'a permis de faire de la négo avec 100% des enseignes. Donc ça, je trouve que c'est aussi ultra intéressant, parce qu'entre une négo avec Carrefour et une négo avec le Galec ou Intermarché, c'est pas la même chose. Très formateur, très très intéressant aussi. Et puis ensuite, j'ai découvert le management aussi chez Michel Augustin. Donc je suis devenue directrice régionale en premier, et ensuite DNV, donc directrice nationale des ventes. Et c'est à ce moment-là que j'ai basculé, que j'ai eu envie d'un peu de changement. Et pour répondre à ta question de qu'est-ce qui fait que je suis venue chez Respire, je pense que j'en étais à un moment où j'avais envie de découvrir autre chose que l'agroalimentaire. Donc sortir à la fois de l'agro et de la GMS, parce que la relation avec la GMS, elle est particulière. C'est assez conflictuel, pas tout au long de l'année, mais pendant les négociations, c'est le cas. Et j'ai toujours entendu que les acheteurs étaient particulièrement virulents. Et alors, il y a une forme de jeu, en tout cas de jeu de rôle. Ouais. Ce qui fait que à la fin des négos, les sourires reviennent et on s'entend bien. Et je peux pas dire que je me suis pas bien entendue avec mes acheteurs. Au contraire, il y en a, franchement, je suis vraiment bien entendue avec eux. Mais c'est sûr qu'il y a une période de l'année qui est assez longue quand même, qui est de décembre à fin février, où t'es sur des rendez-vous qui sont quand même un peu plus tendus. T'as un niveau de stress qui est présent. Alors il y a une forme d'excitation, mais tu vois, je pense que j'ai eu une forme aussi, une envie de voir autre chose. Et là, c'est ce que je découvre, parce que là, chez Respire, donc mes interlocuteurs, ou en tout cas les interlocuteurs aussi de mon équipe, donc il va rester un tout petit peu de GMS, parce qu'il reste Monoprix, mais sinon, ça va être les pharmaciens, les groupements aussi pharmaceutiques, et la beauté. Donc ça va être Sephora, ça va être Nocibé, et c'est pas exactement les mêmes relations, c'est pas le même type de négo. Donc moi, je trouve ça ultra intéressant aussi de découvrir d'autres réseaux. Moi, ça m'a enrichi personnellement. Et pour finir de répondre, je reviens à ta question du pourquoi Respire. Donc, changer, découvrir autre chose que l'agroalimentaire, que la GMS. Et au-delà de ça, c'est les échanges que j'ai eus avec donc Justine et aussi Thomas, parce que donc ils sont deux cofondateurs, où y a eu ce feeling. C'est quelque chose qui est aussi important. Quand tu pars dans un projet, moi en tout cas, c'est ultra important pour moi de me dire
je le sens et j'ai confiance. Et derrière cette notion de confiance, il y a j'ai confiance aussi dans le potentiel de Respire. Et tu vois, enfin, c'est assez dingue quand même ce qui s'est passé en 4 ans. Ouais. Et donc moi, c'était il y a 3 ans. Ouais. Donc en 3 ans. T'es arrivé assez vite en plus dans l'aventure du coup. Bah à l'échelle de Respire, non, mais en soi, oui, ça faisait que 3 ans. Donc ouais, c'était 3 ans et en fait de se dire avoir cette notoriété, être présent dans ces enseignes qui sont quand même des enseignes majeures de la beauté comme Sephora, comme Monoprix, et avoir tous ces projets, notamment la conquête de la pharmacie, qui est un projet génial. Tu vois, ça m'a donné envie. Je me suis dit potentiel plus mission qui allume cette petite étincelle où tu te dis allez, c'est parti. Ouais, très cool. Alors, est-ce que tu pourrais nous repitcher très brièvement Respire, parce que je l'ai fait très rapidement et je suis sûre que j'ai pas tout présenté en introduction. Non, mais tu l'as bien présenté. T'as utilisé les bons termes. Donc Respire, c'est une marque de soins naturels haute performance. Donc il y a le naturel, mais il y a aussi les hautes performances. C'est ce que tu vois. Souvent, on associe les soins naturels à des soins qui ne sont pas efficaces. C'est mon gros sujet, je t'avouerai moi avec. Mais t'es pas la seule. Ouais. Et donc vraiment cette mission qu'on se fixe, c'est de se dire le naturel c'est important parce qu'il faut faire attention à ce qu'on met sur notre peau, que ce soit nos aisselles, que ce soit notre visage, que ce soit n'importe quelle partie de notre peau, faut qu'on fasse attention, c'est notre corps. Mais à un moment donné, si le déodorant que tu mets n'est pas efficace, autant de rien mettre. Donc l'efficacité, en fait, elle est aussi importante. Alors, en tout cas, pour nous, elle est aussi importante. Et on sait que pour les consos, pour les Français, elle est même plus importante pour beaucoup. Ton déo, tu veux qu'il soit efficace. Donc, et ta crème, tu veux qu'elle t'hydrate. Ouais. C'est ultra important. Donc, c'est notre mission, avec en plus, c'est quelque chose qui est aussi clé, c'est la sensorialité et l'usage qui doit être tu vois, le plus smooth, le plus pratique possible. Donc ça, c'est vraiment notre mission et si on peut, notre objectif, c'est que toi, dans ta salle de bain, on arrive à te faire basculer sur du naturel au maximum et que tu te rendes compte qu'il y a cette possibilité d'efficacité. Du coup, aujourd'hui, vous vendez quoi en dehors des déodorants ? Parce que je pense que c'est le premier produit, si je ne me trompe pas, que vous avez commercialisé, mais j'ai l'impression que la gamme s'est très enrichie. Alors, t'as raison, tout a démarré avec les déodorants. Et pour la petite histoire, tu vas en parler d'efficacité, ça a démarré avec un déodorant qu'on a retravaillé aussi depuis pour gagner en efficacité. Parce que y a peut-être des gens qui vont nous écouter et qui vont dire elle est sympa avec son efficacité. Moi, je l'ai testé et il est pas efficace. Et donc, j'ai envie de dire à tout le monde, réessayez. Parce que je suis d'accord avec vous, le premier, il était pas efficace. Et d'ailleurs, moi, je l'avais testé. J'étais chez Michel Augustin, on avait eu des petits cadeaux. J'avais testé ce déo et je m'étais dit, super, Respire, pas méga efficace. Vraiment, et tu pourras repartir avec un déodorant. Maintenant, je les utilise et il y a aucun compromis qui est fait sur l'efficacité. En dehors des déodorants, ensuite on est arrivé sur les shampoings et les shampoings solides. Donc ça, c'était en 2020, si je ne me trompe pas, et c'était un peu le début. Le début des shampoings solides. Là maintenant, t'en as énormément. Il y en a partout. Tu te balades, que ce soit en pharmacie ou que ce soit chez Monoprix. Les rayons sont remplis de solides. Et on a également du skincare. Yes. Donc de la crème visage. On a aussi pour le corps. Et c'est une gamme sur laquelle on va de plus en plus se concentrer. On a aussi du dentifrice. Et tu l'as vu en plus. Oui, c'est vrai, dans les toilettes. Tu l'as vu dans les toilettes de Respire, si on a envie de se brosser les dents après le repas. Et c'est une gamme qui est un peu plus récente. Mais donc, on a à la fois du liquide et du solide en dentifrice. Ouais, très cool. Alors, vous rentrez sur un marché qui est extrêmement concurrentiel. Aujourd'hui, vous avez des produits qui, si je ne m'abuse, coûtent peut-être un petit peu plus cher que la moyenne. C'est quoi votre cible ? Est-ce que vous pensez être accessible à tout le monde ? Alors notre volonté, c'est d'être accessible à tout le monde. Il y a cette volonté, enfin tu vois, comme je te le disais, qu'on puisse vraiment entrer dans toutes les salles de bain et apporter cette naturalité, cette efficacité à tout le monde. Après, là où tu as raison, c'est qu'on est un peu plus cher que la moyenne marché, même si, et c'est une des complexités de Respire, on est diffusé, on est vraiment omnicanal, et en fonction de notre réseau de distribution, on va être
beaucoup plus cher que la moyenne, on va être dans la moyenne et parfois on peut même entre notre canal e-shop entre quand on est en pharmacie ou entre quand on est en GMS chez Monoprix, en fait t'es pas du tout dans un même univers prix. Oui, c'est vrai. Mais on a le même produit. Donc c'est à la fois une richesse de dingue d'être présent dans ces réseaux différents, de pouvoir toucher en fait un public qui en plus va lui naviguer d'un réseau à l'autre. Mais c'est sûr que nous, ça veut dire qu'en termes de positionnement, on n'a pas du tout le même, en tout cas si on parle prix, d'un réseau à l'autre. Vous avez dessiné un peu une sorte de persona ou de client idéal pour les produits Respire. J'imagine que vous avez un peu en tête la cliente urbaine, non? Et tu sais quoi, détrompe-toi, aujourd'hui, elle est pas 100% urbaine, mais alors, elle est pas que urbaine. Tu vois, notamment via notre... donc, moi, je suis côté B2B, mais je peux quand même un petit peu te parler de notre e-shop, parce que c'est plus simple aussi de cerner notre clientèle sur la partie e-shop. Et on a beaucoup de consommateurs qui ne sont pas urbains. En revanche, c'est sûr que, notamment via Monoprix, on va être assez urbain, mais la pharmacie... Là, on va plus rejoindre le réseau pharma. Aujourd'hui, tu as 20 000 pharmacies en France et qui sont vraiment réparties en zone urbaine et en zone non urbaine aussi. Et ça nous permet de toucher vraiment un public large. Aujourd'hui, on est en train vraiment de se poser, et notamment c'est l'équipe produit qui se pose sur le sujet pour bien déterminer qui est notre persona. Une femme entre 20 et 40 ans, un petit peu plus urbaine. Donc voilà, si aujourd'hui il faut que je te le définisse, on est sur ce profil-là. Ouais, moi c'est ce que j'imaginais aussi un petit peu. Alors selon toi, quels sont les grands défis du secteur ? Je pense qu'un des grands défis, ça va être de pouvoir continuer à proposer vraiment des produits de qualité, du made in France, mais tout en restant sur des prix qui restent accessibles. Et ça, c'est un de nos enjeux depuis, alors pas que depuis cette année, c'était le cas aussi l'année dernière, où tu veux continuer, et nous, on ne fera aucun compromis là-dessus. On veut continuer à proposer de la qualité, du made in France, mais à un moment donné, tu vois, il y a des hausses de matières premières, il y a des contraintes. Et on veut rester accessible. Et comme tu le dis, on est déjà en plus sur un prix qui est un peu au-dessus du marché. Ça, je pense, c'est un des gros défis. Et il y a toujours aussi ce défi d'avoir des produits qui sont respectueux de la planète. Tu vois, il y a tout le sujet emballage, mais emballage, praticité. Et tu vois, sur les cosmétiques, je trouve que c'est un gros sujet. Derrière la praticité, t'as aussi comment je conserve les produits, t'as l'usage. Et tu vois, sur les shampoings solides, c'est un gros sujet. On adorerait réussir à vraiment démocratiser et à se dire, OK, aujourd'hui, tous les Français basculent sur le shampoing solide. Mais il reste des freins, il reste des irritants, on peut dire, qui font qu'aujourd'hui, tu vois, le taux de pénétration sur le shampoing solide, c'est 7,5% et il stagne depuis 1 an. Il ne progresse plus. Et tu vois, nous, c'est aussi notre rôle, et c'est le rôle, de toute façon, de tous les industriels en cosmétique, d'essayer de trouver, tu vois, des solutions pour se diriger vers... moins d'emballage. Ouais, moins d'emballage. Ouais. J'ai fait une passe rapide sur le business model. Ce sur quoi je voulais vraiment me focaliser aussi aujourd'hui, c'est vraiment la partie développement commercial, et notamment chez Respire, parce que tu le sais, l'objectif du podcast, c'est aussi ouvrir les portes de certaines entreprises, comprendre qui sont les commerciaux et quel est leur job dans un secteur bien particulier, à un niveau de maturité spécifique, etc. Aujourd'hui, toi, tu es la directrice commerciale B2B. J'imagine qu'il y a il y a également du B2C. Enfin, il y a du B2C. Comment ça s'organise au sein de chez Respire ? On est 2 équipes distinctes. D'accord. Donc, si on revient un petit peu en arrière, parce que je trouve que c'est intéressant, j'étais pas encore là, mais je trouve que c'est bien de voir les différentes étapes. Au démarrage, il y avait une seule et même équipe, parce que beaucoup moins aussi de monde, et donc il y avait une responsable commerciale qui avait le B2B et le D2C. Il s'avère qu'on fait quand même des métiers qui ne sont pas les mêmes, qui ne sont pas du tout les mêmes, et donc aujourd'hui, on est 2 équipes bien distinctes. Ils sont 4 à gérer le e-shop. Et côté B2B, on est une équipe de 8. Ah oui, parce la gestion du e-shop, donc c'est plutôt des profils, ce sont pas vraiment des profils commerciaux, parce que tu as de la supply chain, j'imagine, de la logistique, c'est ça ? Alors, non, ouais, tout ce qui est supply chain, logistique, c'est dans une équipe globale, Ops, Supply. Non, tu vas être sur des profils, donc il y a tout le sujet, mais donc c'est une équipe qui va bosser sur le site, sur les ads, et tu vois, sur toute l'animation du business e-commerce. Ouais, je vois. Il y a une grosse veine marketing, si je comprends bien, aussi sur cette partie-là. Ouais.
tout à fait. Et toi, du coup, ton équipe, ce sont plutôt des commerciaux terrain. Alors, commerciaux carrelage, j'adore cette expression. Le carrelage, exactement. Donc oui, tu vas avoir en fait, pour décrire succinctement l'équipe Sales B2B, tu vas avoir une compte clé. D'accord. Une compte clé qui s'appelle Pauline, qui gère donc tous nos comptes sauf la pharma. D'accord. Tu vas avoir une responsable pharma qui s'appelle Amélie, qui elle donc gère aussi tout ce qui est négociation groupement, mais fait également le lien avec notre force de vente externalisée. D'accord. Parce qu'on a une force de vente qui est externalisée et qui est mutualisée de délégués pharmaceutiques. Donc ça, on travaille avec, il s'appelle Sofip, et on a 11 délégués pharmaceutiques qui sillonnent la France. Ensuite, dans l'équipe, nous en interne, dans l'équipe pharma, on a aussi Valentine qui fait un mix de job terrain et siège sur des missions d'analyse, des missions aussi de, je sais pas, quand on a un séminaire, elle aide à la préparation du séminaire. Et après, on a aussi 2 chefs de secteur, Jeanne et Margot, qui elles, le job évolue un peu. On est une jeune boîte, donc tu vois, c'est les jobs évoluent. Tous les semestres, on se repose la question. Elles ont démarré en septembre dernier et elles visitaient essentiellement Monoprix. Elles visitaient un petit peu aussi la beauté. Et aujourd'hui, on fait un petit peu évoluer le modèle. Elles visitent donc toujours Monoprix, mais également, elles sont en renfort sur la pharmacie. Donc, elles visitent elles aussi maintenant pharmacie. Tout comme le feraient les délégués pharmaceutiques. Exactement. C'est simplement une question de répartition. Tu vois, on répartit le parc et ça nous permet en fait de couvrir plus d'officines et d'avoir aussi d'être plus proche de nos clients, plus proche des pharmaciens. Est-ce que tu peux m'expliquer quelle est la réalité du job quand on est compte clé, quand on gère la relation avec les réseaux de pharmacie, enfin, tu vois, les différents postes de tête que tu peux avoir dans ton équipe. Et après, je vais m'intéresser aussi à ce que tu fais toi. Et attends, il y a un job que j'ai aussi oublié dans l'équipe. Même 2 jobs, parce qu'on a une stagiaire et c'est important de penser à elle, de penser à Eva. Et on a une responsable trade. Parce que trade, marketing, merch, et elle est responsable de développer notamment tout ce qui est PLV. Ouais. Et aujourd'hui, c'est clé de chez clé. Je sais pas si tu as remarqué en arrivant, on a un énorme déo rose. Elle va se pencher là-dessus, elle va développer ce genre de PLV et qui nous permettent aussi de faire la différence. Quand tu rentres dans une pharmacie et que tu vois cette belle tour déo, ça te donne envie de tester un déodorant Respire. Donc on a vraiment mis l'accent là depuis un peu plus de 6 mois sur le développement des bons outils, des bons moyens pour les points de vente. Et donc c'est son job. Et donc tu me posais la question d'expliquer les différents jobs de la team. Donc la compte clé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a un gros job qui est la négo. Qui a les négociations à la fois de ce qu'on appelle les plans d'affaires, donc c'est-à-dire quelles références on va avoir, quelle modulation, derrière la modulation, il y a dans combien de points de vente on va être présent, chez Monoprix, chez Sephora, tu vois, on va avoir ce produit-là, il va être positionné à tel endroit, donc là c'est tout l'échange qu'il faut avoir avec l'enseigne pour se mettre d'accord, s'assurer du référencement aussi de nos nouveautés, de nos nouveautés prioritaires. Et il y a toute la partie négociation tarifaire, qui est aussi un sujet important. Et chaque année, c'est un sujet qui revient sur la table. Et il y a des années où il va y avoir des hausses, nous, de notre côté. Donc c'est quelque chose qu'on peut répercuter en partie sur nos tarifs. Des années où il n'y en a pas, et là, alléluia. Donc ça va être une grosse partie de son job, mais qui est assez cadré dans le temps. Donc les négociations, ça démarre. Tu vois, c'est fin d'année et t'as jusqu'à fin février. Et après, tout le reste de l'année, il y a toute cette relation à entretenir, s'assurer que le plan d'affaires est bien mis en place. Tu vois, là, en ce moment, si tu vas chez Monoprix, on est présent dans 33 Monoprix avec ce qui s'appelle des gros pop-up. Tu rentres dans un univers Respire. Et ça, typiquement, c'est quelque chose qu'on a négocié il y a maintenant quelques mois. Et c'est maintenant que ça se met en place. Et donc, il faut s'assurer que ça se met bien en place. Et ça fait partie donc de son job. Ensuite, sur la partie pharma, et qui est une partie quand même assez complexe, tu connais un petit peu l'univers de la pharmacie? Pas du tout. Pourquoi je te dis que c'est complexe? Déjà parce qu'il y a énormément de pharmaciens, donc ça veut dire que
Et pour moi, c'est presque du B2C, hein, quand tu parles de pharmaciens, de docteurs. Ce sont des entrepreneurs, en fait. Ils ont leur petit business. Ah, mais alors, c'est complètement ça. Ouais. Donc, en fait, quand tu t'adresses à un pharmacien, tu t'adresses à quelqu'un qui a même une triple casquette. Ça va être un entrepreneur, c'est sa trésorerie, c'est son entreprise, c'est son équipe. Donc, c'est un entrepreneur, un manager, qui a des vrais enjeux aussi de management, de recrutement. Et c'est un acheteur, businessman que tu rencontres aussi et qui va être embarqué ou pas dans ce que tu lui racontes, qui va avoir envie de référencer Respire ou pas envie. Et c'est important de le dire, c'est un professionnel aussi de santé. Tu vois, aujourd'hui, les pharmaciens, ils vaccinent, ils conseillent au quotidien, donc ils ont une énorme partie de leur journée qui est consacrée en fait à ça. Et toi, en tant que commercial, il faut que tu trouves cette petite fenêtre, le bon moment pour arriver, exactement, pour arriver, pour pouvoir parler à la personne qui est décisionnaire, pour embarquer toute l'équipe, parce qu'en fait, tu dois aussi embarquer l'équipe officinale au complet. Parce qu'il y a une notion de conseil que tu vas pas avoir en GMS. Oui, parce que tu dois leur transmettre aussi comment ils doivent s'adresser au client final tu dois sur la marque. Tu dois former. Et même dans ton discours, tu vois la différence avec les GMS où tu rentres pas dans le détail de les ingrédients. Tu vois, quand tu vas voir ton chef de rayon, ils sont parce que les gens ils découvrent tout seuls en fait. Exactement. Alors qu'en fait, le titulaire qui est face à toi ou la préparatrice, elle a envie de savoir quelle est la composition, elle a envie de le sentir, elle a presque envie de tester, tu vois, ton déo ou ta crème. Et il faut qu'elle soit convaincue pour ensuite réussir à, si on lui demande des conseils, si toi tu t'arrives en tant que cliente que patiente, qu'elle se dise tiens, je vais te conseiller Respire parce qu'en fait je suis convaincue. C'est un business qui est je trouve à la fois plus complexe mais aussi très riche et qui est très aussi basé sur l'humain, sur les rencontres que tu vas faire, sur vraiment embarquer les équipes officinales et qui deviennent un peu des ambassadeurs, je ne sais pas, parce qu'ils représentent plein de marques, mais il y a vraiment cette complexité. Mais c'est passionnant. Mais alors, du coup, la personne qui se charge de ça chez toi, en effet, elle doit compter sur une équipe de délégués pharmaceutiques. C'est pas elle qui se déplace directement et coordonne ces équipes-là. Non, et tu vois, c'est pour ça que donc ça fait 1 an et demi qu'on a donc des délégués pharmaceutiques, parce que c'est un indispensable. Tu vois, t'en parlais, c'est presque du B2C, c'est tu dois vraiment pousser chaque porte de chaque officine, aller à la rencontre, obtenir un temps d'échange, parce que souvent ça c'est un boulot de dingue et je peux te dire que là, nous les filles en interne, le phoning c'est un très gros sujet, les coups de fil et c'est assez complexe, il faut réussir à bien les garder motivés, mais donc décrocher des rendez-vous et embarquer les pharmaciens, ça prend pas mal de temps. Et tu vois, moi, ce que j'ai découvert, c'est quand t'es une jeune entreprise, t'as envie d'aller vite. Et il y a des choses qui sont arrivées très vite chez Respire. Tu vois, Monoprix, c'est arrivé très vite en 2019, Sephora aussi. Et c'est des enseignes centralisées. Donc, t'as un deal. Vous avez bénéficié d'un effet de réseau t'as les 300 portes immédiat chez Monoprix, t'as les 800 portes chez Sephora, avec en plus une présence en Europe. La pharmacie, au début, tu peux te dire mais c'est génial, ça va aller vite, ils vont être convaincus. Je me fixe un objectif d'ouvrir 1000, 2000 portes. Mais tu peux pas démultiplier ton effort en fait. Et ça ne se passe pas, comme ça. Et donc il faut accepter, et ça c'est pas toujours facile, accepter en fait qu'il faut prendre le temps, qu'il faut bien faire les choses. Et que ça va pas se faire en 2 secondes et demie, et donc ça veut dire qu'il va falloir faire des investissements aussi, notamment humains, notamment force de vente, avant d'avoir, tu vois, en amont, avant d'avoir vraiment le résultat et de te dire ok, à la porte j'arrive à générer tel chiffre d'affaires qui me permet d'être rentable, parce que tu as toujours de toute façon ce sujet de rentabilité du business. Ouais, et donc du coup vous formez ces délégués pharmaceutiques et ils vous sont attribués, même s'ils sont mutualisés et qui, j'imagine, poussent d'autres marques, c'est des gens qui sont investis et sur le long terme, en fait, avec vous. Ouais. Et vous leur fixez des objectifs ? Ils ont des objectifs. Tu fonctionnes en cycle, en pharmacie. Ok. Alors qu'on fonctionne plutôt en quarter, Donc, tu vois, chacun a un peu son fonctionnement. Et oui, ils ont des objectifs, mais comme tu le dis, ils vont avoir des objectifs qui sont un peu démultipliés parce qu'ils représentent plusieurs laboratoires. Et donc, tu vois, il y a aussi En fait, on doit faire en sorte, nous, Respire, de suffisamment aussi les embarquer pour avoir cette part un peu d'attention, d'amour pour la marque qui fait qu'ils vont pousser en priorité. Exactement. Ouais. Mais la chance qu'on a, et je trouve que c'est une des énormes forces de Respire, c'est qu'on arrive à embarquer, qu'on arrive à
à donner envie, et c'est le cas je trouve avec nos délégués pharmaceutiques, même s'ils sont pas estampillés respire et ils aiment les produits quand ils les testent, ils aiment l'univers, l'énergie qui se dégage, le côté aussi modernité qu'on peut apporter et faire les choses un peu différemment, communiquer sur les réseaux sociaux, être très proche des consos. Et ça, je pense que ça apporte un petit vent de fraîcheur qui est apprécié à la fois de nos commerciaux et d'une partie aussi des pharmaciens. Ça veut dire que vous les connaissez personnellement ? On fait un séminaire avec eux chaque cycle. En fait, ça de toute façon, tes commerciaux qui sont très souvent à distance, cette notion de les embarquer, de les motiver, elle est tellement clé que heureusement qu'on a ce lien avec eux. Sinon, je pense que même pour eux, ce serait compliqué sans nous identifier, sans voir que derrière Respire, il y a une équipe qui a des gens sympas, souriants, qui sont embarqués et animés. Je pense que pour eux, ce serait plus dur aussi si vous ne voyez pas. Ouais. Et c'est vous qui les choisissez directement ou c'est vraiment votre partenaire qui vous dit voilà l'équipe et non, c'est Sophie, donc en l'occurrence, qui recrute. Et ça, je trouve que c'est toujours la question. Tu vois, moi, quand j'étais aussi chez Michel Augustin, notamment quand j'étais DNV, t'as toujours ce questionnement de te dire force de vente interne à 100%. Est-ce qu'on réfléchit à sur certaines catégories partir sur une force de vente mutualisée ? Tu vois, tu te poses toujours cette question-là. Moi, en quittant Michel Augustin, je pense que ma conviction c'était non mais faut internaliser parce que tu peux pas avoir de meilleur ambassadeur que quelqu'un qui est à 100% qui baigne au quotidien. Sauf que ça, je trouve que tu peux facilement aussi te le dire une fois que tu as atteint un certain chiffre d'affaires. Mais je trouve qu'envisager aussi l'externalisation, c'est plutôt smart quand tu te lances sur un nouveau réseau. Et si tu fais bien les choses, si tu choisis bien ton partenaire, si tu as ces moments d'échange, tu peux réussir à les transformer en ambassadeurs. Alors oui, ils seront pas 100% sur ta marque, mais tu peux quand même réussir à les embarquer. Tu m'as parlé des comptes clés, des délégués pharmaceutiques. Ouais. Et ensuite, il y avait une troisième branche également dans le B2B. Alors, je t'avais parlé de trade. Voilà, le trade. Ouais, il y a les filles qui sont aussi sur le terrain. Oui. Et après, il y a donc j'ai deux en interne. Il y a Amélie et Valentine qui gèrent la pharmacie, mais donc en interne. Et là, c'est plus il y a tout ce lien avec nos délégués pharmaceutiques qu'il faut faire, tu vois, qu'il faut faire ici. Et il y a toute la partie aussi négociation avec les groupements. Parce que la pharmacie, tu as plus de 90% des pharmacies qui adhèrent à un groupement. Ah, d'accord. C'est un peu... Alors, pour faire le parallèle, même si... C'est un syndicat, ils vont pas toujours aimer. Non, c'est, tu vois... un Leclerc, il y a le Galec au-dessus, et t'as les SCA régionales, et t'as le Galec. Non, en fait, un groupement, ça leur permet d'être accompagnés sur un certain nombre de sujets. Donc déjà, les groupements, ils peuvent négocier, faire des achats groupés. Donc ça, c'est plus sur la partie médicaments. Et après, un groupement, ça va être de l'accompagnement sur formation d'équipe, sur quel ERP, quel CRM utiliser. Donc ça leur permet en fait d'être pas complètement indépendants et d'être attachés à des groupements. Ouais, et vous potentiellement ça vous donne un point d'entrée pour pouvoir adresser de manière un peu plus à l'échelle certaines pharmacies. Tout à fait, même si quoi que tu négocies avec un groupement, il faudra, ça reste un pharmacien reste un indépendant, il reste libre de choisir à 100% les laboratoires, les marques qu'il a envie d'avoir dans son officine. Donc tu vois, on ira toujours les voir. Très clair. Et alors, ton rôle à toi dans tout ça, que fais-tu ? On va dire que c'est un peu un rôle de chef d'orchestre. J'imagine. Vas-y, raconte-nous. D'embarquer l'équipe, quel que soit son job. Et moi, mon job, je le vois vachement comme ça, mais donc job de manager, au-delà même de directrice commerciale, qui est, je dois m'assurer du niveau de motivation et de l'énergie qui est mise sur chacun des chantiers. Et donc ça passe par moi transmettre de l'énergie, donner des caps, donner du cadre aussi. Et quand il y a des coups de mou, aller repérer et faire en sorte que tout le monde se remotive et reparte. Donc il y a ce sujet-là. Bien sûr, il y a toute la partie strat qui est clé, de se dire que il y a le court terme. Donc ça, l'équipe est au taquet sur ce côté. On a nos objectifs jusqu'à la fin de l'année. Le quarter, exactement. Et donc nous, on fonctionne en quarter avec des OKR, tu vois, assez précis à chaque quarter. Moi, mon job, ça va être aussi de me projeter sur, OK, il y a 2024, il y a 2025, il y a 2026. Comment on se projette ?
avec quelle équipe, quelles vont être nos priorités, sur quel réseau on met plus l'accent, avec quels produits. Et donc ça veut dire aussi pas mal d'interactions avec les autres équipes, les autres head-off. Et c'est sûr que c'est une partie qui est aussi très intéressante. Ouais, ok, donc management et stratégie. Ouais, exactement. Ouais. Et il y a quand même un sujet qui est, tu vois, si je prends mon année et demie passée chez Respire, mon équipe, elle a été plus ou moins staffée, donc je peux te dire que j'ai aussi eu pas mal de sujets opérationnels. C'était la prochaine question. Je gère tel compte. Ok, c'était toujours sur le terrain. Ah mais bien sûr. De toute façon, je suis sur le terrain, donc tu vois déjà il y a eu ce sujet où j'ai eu des phases de transition, ce qui fait que dans ces moments-là, je récupère en direct les comptes. Donc je pense que j'ai eu 100% depuis que je suis arrivée, 100% des comptes en direct. Et au-delà de ça, comme je manage les filles sur le terrain, et en fait je les ai formées aussi sur le terrain, donc j'ai retrouvé ma casquette de DR. Ouais. Ma précédente casquette de DR à aller sur le terrain et tu vois là je te parlais de tout ce qui est appel, prise de rendez-vous par téléphone qui est un peu lourd. Ce qu'on aime bien faire dans l'équipe, c'est à certains moments tout le monde file un coup de main. Donc le compte clé, la responsable trade, moi, on prend aussi notre téléphone et on appelle des pharmaciens, on essaye de choper des rendez-vous pour nos commerciales terrain. Donc tu vois, il y a ce côté de toute façon où tout le monde, et ça c'est un truc clé pour moi, que tout le monde aille sur le terrain, aille animer. On fait aussi pas mal d'animation et l'idée c'est que tout le monde y aille en rendez-vous. Et ça c'est clé de chez clé. Et tu les recrutes comment, toi, tes commerciaux ? Qu'est-ce que tu attends d'eux ? Comment tu les évalues ? Qu'est-ce qui compte pour toi ? C'est beaucoup de questions. Ah, ça fait beaucoup de questions. Et tu vois, sur ce qui compte, je vais revenir sur... je te parlais motivation, sur le fait que moi, il faut que je transmette et que je m'assure qu'ils soient motivés. Moi, je trouve que l'énergie, c'est presque un des premiers critères. L'énergie, l'envie d'apprendre. Et le deuxième critère, ce sera les compétences. Mais si je ressens que quelqu'un est un minimum smart aussi, et qu'il a envie, qu'il aura une vraie énergie à donner, il y a de fortes chances pour que ça le fasse. Et attends, parce que tu m'as posé plein de questions en termes de recrutement, c'est ça ? Tu les recrutes comment ? Est-ce que tu dis je cherche une personne qui a forcément une expérience dans le milieu ou pas ? C'est variable. En fait, c'est très variable. Tu vois, en fait, ce qui me semble important en plus dans une équipe, c'est que tu as une diversité de profils. Donc, dans les personnes qui vont gérer la pharma, je trouve ça bien qu'il y ait une personne qui a un gros historique pharma. En revanche, s'il y a une personne qui a un historique, j'en sais rien, GMS, je trouve qu'il peut y avoir... justement, tu peux mutuellement, tu peux avoir un vrai apport, une façon de voir les choses qui sont différentes, et donc je trouve ça ultra riche. Ouais. Et même, tu vois, d'un point de vue caractère, et ça, j'essaye d'y faire attention. Ouais. On a tous des profils différents, avec des dominantes un peu différentes, et je trouve que c'est bien quand t'as des caractères qui ne sont pas les mêmes. Par contre, il faut que ça puisse se marier, faut que la greffe prenne. Et il faut prendre le temps, quand on voit qu'il y a un peu de conflit, à faire réfléchir chaque personne, à dire, OK, est-ce que tu comprends pourquoi il fonctionne différemment de toi ? Essaye, mets-toi à sa place. Mais je trouve que quand tu te mets dans cette optique-là, d'essayer de comprendre un peu l'autre, je trouve que ça apporte une richesse de dingue dans l'équipe, de pas avoir que des profils... des petits clones, quoi. Et tu vois, on a toujours l'impression qu'un commercial, ça doit être le mec qui est grande gueule, qui écoute pas l'autre et qui coupe la parole. Sauf que un commercial qui n'écoute pas ne sera pas un bon commercial, déjà. Et puis moi, en tant que manager, je trouvais ça tellement chiant d'avoir des clones que j'essaye. Je dis pas que c'est facile, mais j'essaye d'avoir des profils qui ne sont pas les mêmes. Ouais. Alors, question qui me vient tout de suite en tête. T'as parlé de la diversité des profils. Dans ce secteur-là, est-ce qu'on retrouve beaucoup de profils féminins ? Je n'ai qu'une équipe. Mon équipe, c'est que femmes. J'ai cru comprendre en plus. Et alors, déjà, premier point, je reçois beaucoup moins de CV d'hommes. Ouais. Parce que, j'imagine parce que cosmétique. Et puis après, de toute façon, mon premier critère ne va pas être le sexe. Donc je choisis la personne que je trouve la plus en fit, la plus compétente. Et c'est comme ça que je me retrouve avec une équipe que de femmes. En revanche, nos délégués pharmaceutiques... J'en étais sûre, c'est ce que j'allais te... Voilà. Okay. Délégués pharmaceutiques, c'est un peu plus mixte. Ouais. J'en étais sûre. Je te jure, c'est la première fois que j'ai essayé les délégués pharmaceutiques également. Non. Et d'ailleurs, moi, je trouve ça aussi chouette quand tu arrives à avoir une équipe mixte, même si, tu vois, on est girl power, on est que des filles, et écoute, ça se passe bien. Ça marche bien. Ouais, ça fonctionne. Ça a bien collaboré aussi. Ouais. Tout à fait. Et très bien.
Comment ça se passe en termes de rémunération pour tes équipes commerciales? Alors sans forcément rentrer dans le détail, mais est-ce qu'il y a une logique de fixe et variable? Est-ce que c'est un package complètement fixe? Ça se passe comment? Ouais, je te confirme qu'il y a fixe et variable. Et d'ailleurs pour tout le monde dans l'équipe. T'as une partie plus ou moins importante de variable, tu vois, pour les commerciaux terrain, elle est assez importante. Et derrière ce variable, qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors c'est pas extrêmement original, hein, mais bien sûr il va y avoir l'atteinte du chiffre d'affaires. Alors on a une partie qui est solidaire, où tu vois on a tous une partie qui est du collectif, qui est le chiffre d'affaires global B2B. Et j'aime bien ce côté un peu solidarité et qui donne un peu ce cap commun, cet objectif commun à tous. Et ensuite il va y avoir des objectifs qui sont plus liés aux OKR. Donc ça c'est un job de chaque quarter de définir les OKR. Et donc la façon dont j'aime bien le faire, c'est donc déjà définir, et c'est ensemble, j'aime bien le faire avec l'équipe, définir les OKR de l'équipe et en découle ensuite les OKR individuels. Et pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un vrai suivi aussi de ces OKR, que ce soit pas juste le truc, on s'en parle le premier du mois et on s'en reparle 3 mois plus tard. L'idée c'est vraiment d'avoir un suivi, quitte à réajuster si on se rend compte aussi en cours de route que c'est pas très smart ou que c'est plus très pertinent. Et je trouve que c'est quelque chose qui nous rythme bien et qui nous permet d'avoir un cap même assez précis tous les quarters. Ouais, c'est l'objectif, c'est que ça te drive au quotidien, que ce soit un outil même d'aide à la décision quand tu es confronté à un dilemme. Ok, le cap des objectifs, c'est ça, donc tout à fait. Solution A. Tout à fait. Ah ouais. C'est quoi l'ADN de cette équipe commerciale B2B? Moi, je trouve que ce qui nous représente bien, c'est le collectif. C'est le collectif, c'est l'entraide, c'est l'intérêt qu'on porte aux missions des autres. Et moi, je sais que je pense que ce que je préfère voir, et c'est quelque chose qui se construit petit à petit dans une équipe, moi, ce que j'adore voir, c'est quand, à un moment donné, les questions, elles s'adressent plus à moi, et quand il y a cette forme de fonctionnement interne, où ils ont appris à bosser ensemble. En fait, mon objectif, c'est de pouvoir partir en vacances et tout se passe bien. Non, mais tu sais que blague à part, quand je suis partie de chez Michel Augustin, je me souviens d'un des derniers points que j'ai fait avec mon équipe. Donc, mon équipe, c'était les DR. Et ça a été qu'on se pose autour d'une table et qu'on se dise, OK, comment vous pouvez bosser au mieux ensemble? Parlez-vous. Et je les ai fait parler justement sur, OK, toi... comment t'aimes bosser, quand t'es stressé, comment tu réagis, et dans ce cas-là, qu'est-ce que t'attends des autres? Parce que je savais en plus qu'il allait y avoir une phase de transition où ils allaient pas avoir de boss. Et moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est quand je les ai revus ensuite, c'est qu'ils m'ont dit, mais en fait, ça se passe très bien. Oui, t'as dit, c'est grâce à moi. Non, mais c'est même pas, c'était pour ça. Et moi, je me suis dit, mais en fait, quand t'arrives à embarquer ton équipe et à faire en sorte qu'ils peuvent fonctionner sans toi, en fait, c'est le Graal. C'est génial, ça veut dire que tu as réussi aussi à... Alors, c'est beaucoup lié à eux, leurs compétences et ce qu'ils ont réussi même eux à développer. Mais tu vois, tu y as un peu participé. Et quand tu réussis à créer cette cohésion et à faire en sorte que ils peuvent se débrouiller sans toi, je trouve ça génial. Toi, aujourd'hui, tu les formes, tu les accompagnes comment, tes commerciaux, pour t'assurer qu'ils montent en compétences et que le jour où ils quittent Respire, ils soient meilleurs que quand ils sont rentrés? Quand elles sont entrées. Quand elles, c'est vrai que c'est elles. La formation, c'est un gros sujet parce que tu vois, tu peux te dire que quand t'es dans un gros groupe, t'as des calendriers de formation, tout est rodé. La plupart des formations sont d'ailleurs externes. T'en as beaucoup externes. Donc, là, tu vois, on débarque, t'as un profil, on est une jeune entreprise. T'as beaucoup de gens qui sont jeunes, des managers qui sont jeunes aussi. Donc, t'as pas cette habitude tu sais pas automatiquement former et transmettre. Moi, il m'a semblé important, justement, en arrivant et en étant un petit peu plus âgée. Je suis la doyenne. J'aurais dû me présenter comme ça. Non, je suis quasi la doyenne, à 3 jours près. Non, je suis la doyenne, on va dire. Tu vois, je me suis dit que ce qui était aussi important et ce que je pouvais apporter, c'était ce côté formation, ce côté je vais prendre le temps aussi avec vous de vous faire monter en compétences, de vous apprendre des choses, de vous partager des tips. Et donc là, les commerciaux ont des vraies formations. Donc je fais des formations méthodes et techniques de vente.
où je les forme à des techniques de vente, on sketch. Et ensuite, tu vois, sur le terrain, je fais des journées coaching. Je vais sur le terrain avec de l'auto-débrief, du débrief, un plan d'action. Ce que j'ai pu avoir, en fait, quand j'étais chez Mondelez ou quand j'étais chez Michel Augustin. L'idée, c'était de pouvoir apporter ça aussi chez Respire. Et au-delà de ça aussi, ça me semblait important sur d'autres sujets. Je vais donner du feedback, manager, coacher, parce qu'il y en a certains qui sont aussi managers, d'essayer de mettre ça en place. Et donc, tu vois, là, à partir de... On va un peu accélérer sur cette partie formation. Et là, d'ici la fin d'année, il y a plusieurs formations qui sont mises en place et donc qui sont ouvertes, qui sont pour tout le monde, sur des sujets qui sont assez variés, qui sont du hard skills ou du soft skills. Tu vois, il va y avoir une formation Excel, négociation. Là, en novembre, on va en faire une. Et donc, tu vois, on va mixer les profils parce que la négo, c'est à la fois côté compte clé, mais c'est aussi quand tu es en l'équipe produit. Ils bossent avec des fournisseurs, donc il y a ça, en supply aussi. Quand tu achètes tes matières premières, tu vois, t'as un sujet de négo. Donc, tu vois, on met en place de plus en plus de formations. Ouais, et c'est toujours en interne. Donc, les formations de négociation vont être réalisées par toi ou les personnes qui sont au compte clé. Ou ça va être avec les autres head-off. D'accord. On fait en sorte de se mettre soit solo, soit en binôme, et d'être aussi formateur. Donc, on est manager, formateur. Mais ça fonctionne très bien et je trouve qu'il faut mettre aussi la main à la pâte et c'est notre rôle. Ok. Alors aujourd'hui, on va commencer à conclure cet épisode. Je suis commerciale, je veux intégrer Respire. Quelles sont les qualités que je dois avoir ? Quelles sont les qualités que tu dois avoir ? Alors beaucoup de qualités, bien sûr, énormément. Quelles qualités ? Tu dois être plein d'énergie positive. Ensuite, une grande envie d'apprendre et d'investir, de la pugnacité, donc être prêt à se prendre des portes et quand même y retourner. Et je dirais quand même, moi je mettrais de l'écoute, parce que je trouve que c'est une qualité qui est clé quand on est commercial. Alors, ça peut s'apprendre. Vaut mieux avoir un terrain favorable. Mais ça aidera si on a ce terrain. Toi, qu'est-ce qui te fait kiffer ici ? Ce qui me fait kiffer, alors déjà, c'est que je m'amuse. Et tu vois, je trouve que cette notion de chaque jour, alors non, je dirais pas non plus 100% chaque jour, mais globalement me dire que je m'amuse dans mon job, je trouve ça génial. Ensuite, d'avoir l'impression de développer et de faire grandir les personnes de mon équipe, ça c'est quelque chose qui est aussi important. Et puis tout cet aspect business où en fait on a une pépite dans les mains, on a un potentiel de dingue. Et alors ça, en tant que commercial, mais c'est tu vois, c'est du pain béni. T'es fier. En fait, c'est plus facile de vendre quand t'es fier de représenter ton produit. Bien sûr. Quand tu vois que t'as un boulevard devant toi, c'est. Ouais, bien sûr. Alors c'est pas non plus claquement de doigts. Tu vois, ce côté un peu. Je pense que les premières années, c'est souvent ça. Année 1, année 2, année 3, où les portes s'ouvrent, c'est génial. Tu fais du sell-in à l'appel. Là, nous, on est au stade où il faut aller chercher le sell-out et il y a beaucoup plus un boulot terrain, justement, carrelage à faire. Mais je trouve ça passionnant. Et il y a un champ des possibles de dingue, donc très stimulant. Est-ce que tu aurais, toi, un message à passer pour les gens qui nous écoutent ? J'espère que si des personnes écoutent et avaient une image un peu négative du commercial, j'espère que tu vois tous les podcasts que tu fais aussi ou tous les messages qu'on passe permettent un peu de réconcilier et de s'enlever le message du commercial un peu lourd. Être un bon commercial, c'est justement avoir beaucoup de finesse et beaucoup d'écoute. Donc c'est à l'opposé de l'image qu'on peut en avoir. Donc voilà. Et puis s'il y en a qui ne sont pas convaincus, je suis disponible pour en parler. Elle est prête à vous négocier là sur le carrelage. C'est clair, on vous emmène en magasin. Écoute, très bien, merci beaucoup Pauline. J'ai passé un super moment. Merci d'avoir accepté de participer et je te souhaite une excellente continuation et je te dis à très vite. Merci beaucoup. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et le partager à votre entourage. À très vite pour un prochain épisode.